Bonjour à toutes et à tous. J'ai lu pour vous la stratégie de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique. Alors c'est un document extraordinaire, publié en 2000 par la 9e conférence islamique qui s'est tenue au Qatar. C'est un document qui est signé par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Donc un peu de background. Donc l'ICESCO, c'est l'acronyme en anglais, c'est Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, créée à Fès au Maroc en 1982. D'ailleurs, dont le premier président était M. Boutaleb, qui est un grand intellectuel marocain. Son siège est à Rabat au Maroc et c'est une organisation qui inclut tous les pays musulmans, je pense qu'ils y sont tous, donc de l'Indonésie à la Malaisie, en passant par le Pakistan, l'Arabie Saoudite, Tunisie et autres. Donc ce n'est pas une organisation arabe, c'est une organisation islamique dont le but est l'éducation, les sciences et la culture, donc la promotion de ces dimensions-là dans le monde islamique. Et en 2000, donc il y a 20 ans déjà, elle a émis un document qui était approuvé, donc c'est un document qui est devenu un document de travail, un document d'une stratégie de moyen et long terme concernant l'action culturelle islamique. D'accord? L'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Donc à l'extérieur des pays membres de l'organisation. En France notamment. Mais aussi aux États-Unis, au Brésil, au Nigeria. Je ne suis pas sûr qu'au Nigeria soit membre, mais pour prendre un exemple en Afrique, au Congo par exemple, en Afrique du Sud, en Russie ou autre. Donc le document, il porte le focus sur l'Europe occidentale, notamment les pays où il y a une présence musulmane importante, et notamment la France, mais pas seulement. Pourquoi je vous parle de ce document? Pour plusieurs raisons. D'une part, il est en PDF gratuitement sur Internet, disponible gratuitement sur Internet. Ça permettra à ceux qui sont curieux de tout de suite le consulter. Et surtout parce qu'il détaille une stratégie qui est à l'œuvre depuis au moins 20 ans, une stratégie décomplexée, et tout à fait assumée et plutôt bien justifiée, une stratégie de fixation de l'islam en France et en Europe, c'est le terme fixation, et ensuite une stratégie de mobilisation des diasporas musulmanes en France et en Europe, une stratégie de mobilisation de ces diasporas pour les maintenir, pour garantir leur différenciation, pour éviter leur intégration. En fait, ce document, il détaille toutes les stratégies, toutes les politiques qui vont être menées ou qui sont déjà menées pour éviter l'intégration des musulmans en France et en Europe et ailleurs. Et évidemment, il n'est même pas question d'assimilation ici, il est question d'éviter l'intégration, donc garder la différence culturelle, civilisationnelle, religieuse des musulmans en Europe. Donc, comment le dire, vous avez là un document signé par les États membres de la conférence, enfin les pays musulmans, disons, pays musulmans arabes et islamiques. Mais limitons-nous à nos partenaires arabes, donc du Qatar à l'Arabie, en passant par les pays de Maghreb. Donc vous avez un document signé par ces pays-là qui vous dit qu'ils ne veulent pas de l'intégration des musulmans en Europe. Ça déjà en soi, c'est une claque figure de la France qui officiellement veut intégrer les immigrés, première, deuxième, troisième génération. Là vous avez un document qui vous dit qu'il ne faut pas les intégrer. Et dans ce document-là, comme je viens de le dire, on vous dit qu'il faut fixer l'islam en France et en Europe. Il faut le fixer et pour qu'il ait un rôle non seulement politique ou démographique ou économique, mais pour qu'il soit qu'il rentre dans une phase de, comment dirais-je, qu'il soit une réalité civilisationnelle. Et une civilisation, c'est quoi selon ce document? Ce sont non seulement des coutumes, des mœurs, comment dirais-je, des comportements, mais c'est aussi une présence architecturale, des ouvrages, donc de la littérature, et une vie dans ce document, et ils ont raison, c'est ça une civilisation. Une civilisation doit vivre, et vivre, respirer. Et qui dit respirer, il faut lui laisser une certaine liberté pour respirer, et elle doit se reproduire, elle doit croître, d'où la notion de conversion. Voilà, donc ce document, il trace une feuille de route où il dit voilà, il faut qu'il y ait une civilisation islamique en Europe,
son noyau, sa matière humaine seront les diasporas. Et il faut qu'on garantisse à ces diasporas, d'une part, qu'elles ne se diluent pas dans la société française, hein, qu'elles ne deviennent pas françaises ou intégrées. Ensuite, il faut qu'on leur garantisse les conditions pour qu'elles respirent, pour qu'elles, en respirant, elles vont faire respirer la civilisation islamique, c'est-à-dire tous les monuments, l'art islamique, l'architecture, la langue arabe. Quand je dis la respiration de la civilisation islamique, c'est permettre des mosquées, des salles de prière, des écoles islamiques qui enseignent en arabe, des prières de rue. C'est ça que je dis respirer. On pouvait toujours, là, l'islam en France est confiné. On l'empêche, il est empêché. Mais le faire respirer, c'est tout ce que je viens de dire. Et ensuite, il dit, cette civilisation doit pouvoir vivre comme un être collectif, comme un être vivant, et donc elle va perdre des adeptes, c'est écrit hein, dans le document, elle va perdre des musulmans qui vont se convertir, qui vont devenir athées ou devenir tout simplement des Français sécularisés, mais elle va aussi gagner des Français ou des Européens, des Américains qui vont se convertir. Voilà, donc c'est une feuille de route tout à fait lucide dans le sens où les auteurs ont tout à fait compris ce que c'est qu'une civilisation, est-ce que c'est qu'une société, est-ce que c'est que le bras de fer qui existe entre différentes civilisations, différents modèles, différents modes de vie qui partagent le même territoire. Ça, ils l'ont très bien compris et je leur tire mon chapeau. J'aurais aimé que nos chers sociologues et intellectuels français ou occidentaux aient la même lucidité. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'on fait dans les universités parce qu'on a inventé la sociologie et l'anthropologie, mais on ne les étudie pas ou on ne les applique pas. Pour nous, on est très fort pour étudier les Tupinamba au Brésil ou je ne sais quelle tribu de la forêt indonésienne, mais on n'est pas bon pour étudier ce qui se passe en bas de la rue. Alors, je ne veux pas que ce document soit compris comme un document, soit perçu comme un document, comment dirais-je, une révélation, un document conspirationniste ou autre. Hein. Je ne veux pas être sensationnaliste parce que ce document il est assez bénin dans le sens où il y a rien de, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de grand soir, il y a juste la beauté d'une stratégie qui a le mérite d'être énoncée. Vous voyez, donc l'ICESCO a une stratégie de long terme. Elle sait ce qu'elle veut et elle dit où elle va. Moi, je ne vois pas ça chez nos chers amis, chez nos chers maîtres progressistes, chez nos chers gouvernements qui se suivent en France et en Europe, qui n'ont pas de stratégie par rapport à ce qu'ils appellent le vivre ensemble, l'Europe de demain, l'immigration, la société multiethnique, multiconfessionnelle. On n'a pas de stratégie. Même le vivre ensemble n'est pas une stratégie, c'est juste une incantation. On ne nous dit pas comment ça va marcher. Et les risques et les scénarios, on nous dit rien. On nous dit c'est de vivre ensemble, c'est inévitable. Voilà. Là, nos amis de l'ICESCO, ils ont le mérite, et ça, je leur tire mon chapeau, d'avoir détaillé, déroulé une stratégie. Ce document a un grand défaut, c'est qu'il est écrit certainement par quelqu'un qui a été formé dans les écoles islamiques ou dans la civilisation arabe traditionnelle, dans le sens où le document tourne en rond. Alors moi qui ai été formé dans le système français ou francophone, on est dans l'art de la dissertation, thèse, antithèse, synthèse, ou quand on fait une démonstration, on a un argument puis un exemple, et puis le raisonnement français est un raisonnement qui ferme des portes. À chaque chapitre, à chaque page, disons, on ferme une porte, on fait un jugement et on tire des conclusions. C'est ce que j'appelle fermer des portes, pour avancer, pour permettre de tirer des conclusions. Ici, on ne ferme pas des portes, au fait. On tourne autour de la maison, parfois on s'infiltre par la fenêtre, et puis on ressort par la cave, et puis on dirait une sorte on réfléchit comme un oiseau migrateur. Vous savez, on fait des tours, des énormes ellipses et tout ça. Le document est fait 118 pages. Moi, je pense qu'en 40 pages, ça aurait été bouclé. Mais bon, c'est la manière islamique, arabe plutôt. Je ne connais pas les Perses suffisamment pour tirer des conclusions. Mais c'est la manière arabe, en tout cas, de réfléchir et de présenter des idées. C'est pas un jugement en soi. Je dis juste que c'est très différent de ce que l'on peut lire dans des documents d'un think tank français, par exemple. Alors, ce document, il pose des droits et des droits de l'homme, en fait, que nous autres occidentaux progressistes, nous nous interdisons. Alors, je voudrais réellement faire un zoom sur ces choses-là, sur ces droits de l'homme-là, sur ces exigences que l'ICESCO pose comme étant allant de soi, et je vous invite à réfléchir de votre côté à ce que ça signifie pour vous en tant que membre d'un corps social
où vous allez avoir de plus en plus des gens qui vont demander des droits qui sont tout à fait nouveaux et qui menacent non seulement la stabilité, mais la cohésion du corps social. En gros, ce que je veux dire, c'est que si vous appliquez si vous acceptez ce que les recommandations de l'ICESCO, de ce rapport, eh bien, il n'y a plus de société française. Il n'y a plus de société française. Il n'y a que des droits qui sont en concurrence et ils sont tous à égalité par défaut, enfin par définition. Et si vous les laissez prospérer et aller dans leur logique, eh bien vous allez avoir comment dirais-je, une partition ou une société multiculturelle à la malaisienne où vous avez des hiérarchies entre les communautés et des préférences données à une communauté et pas une autre. Ça ne peut pas marcher autrement. Parce que l'ICESCO exige une égalité de fait, mais si elle applique son programme, dans 10, 20 ou 30 ans, vous aurez une perspective de confrontation et celui qui l'emportera, eh bien, il va instaurer une société où il y a une culture dominante qui a la primauté, qui a la priorité. Avant, aux États-Unis, c'était les WASP. C'était les WASP qui avaient la primauté. Ça allait de soi, c'était implicite. Là, si ça continue, enfin, si le programme de l'ICESCO est appliqué, vous aurez une autre communauté qui va qui va instaurer sa prééminence. J'ai pas dit forcément sa loi, mais elle va être au cœur du réacteur. Donc, je trouve que un des enseignements et le plus intéressant de ce rapport, c'est que pour l'ICESCO, donc pour les États islamiques qui ont signé ce rapport, il n'y a aucun mal à parler de droit à la différence des civilisations. Voilà. Donc ils disent il faut protéger la civilisation islamique qui en Europe est exposée au défi de la dilution, donc de l'intégration en fait. Et je dis, hein, il faut respecter le principe de la différence des civilisations. D'accord? Et donc ils disent il faut protéger l'identité de la civilisation du musulman contre les méfaits des courants idéologiques, culturels et politiques qui sont incompatibles avec son identité civilisationnelle. Voilà. Donc si un Français disait ça, il serait traité de tous les noms et il serait condamné à la mort sociale. Là, vous avez, ça c'est dans l'avant-propos, hein, je vous le mettrai éventuellement enfin, je le mettrai en surimpression sur la vidéo. Vous avez ça. Vous avez le premier droit qu'il réclame, c'est le principe de la différence des civilisations. Ça va de soi, évidemment que les civilisations sont différentes. Mais derrière, c'est écrit, c'est le principe de hiérarchie des civilisations. Parce que quand on dit je veux protéger la mienne pour pas qu'elle se dilue dans la vôtre, c'est que la mienne est meilleure que la vôtre. Voilà, c'est ça qui en germe. Et ils ont raison. Les civilisations ne sont pas égales. Je ne parle même pas de leur rapport à l'humanité en termes de vaccins, d'avancées technologiques ou scientifiques, ou civilisationnelles, de morale. Je dis juste que il va de soi que chacun d'entre nous, au fond de soi-même, a une idée, une notion que sa civilisation est la meilleure ou est meilleure que les autres. D'accord? Et c'est même, j'allais dire, même ça fait partie de l'humain. Si vous ne croyez pas que votre civilisation elle est bonne pour vous, ben, vous ne pouvez pas vivre sans avoir une angoisse extraordinaire. Et bon, je remercie l'ICESCO d'avoir rappelé cette évidence. L'ICESCO donc, déroule son raisonnement et il dit que pour le musulman, alors ce que disent eux ici, c'est pas ce à quoi je souscris. Mais ils disent que préserver la civilisation islamique en Europe, elle permet d'assurer la stabilité sociale, politique et psychologique. D'accord? Donc ils disent préserver la stabilité sociale, politique et psychologique. La différence de la personnalité d'un Américain, par exemple, de celle d'un Arabe, d'un Français ou d'un Africain, provient essentiellement de la différence de leur culture. D'accord? Les choses étant ainsi, la culture, de par ses particularités, son comportement général est un moyen de préserver la personnalité et d'assurer sa permanence. Bon, donc ici ce qui est dit, c'est que la culture, donc un ensemble de comportements, une manière de voir le monde, de sentir le monde, de voir les choses,
ça permet de préserver la personnalité de la personne et de lui donner une sécurité, une stabilité sociale, politique et psychologique. D'accord. Euh, donc là, on est vraiment dans le droit de l'homme. Comment pouvez-vous euh, refuser à quelqu'un de se sentir en sécurité d'un point de vue psychologique? Et c'est ça l'argument qui est opposé par les CESCO. Ils disent, ben nous, on n'est pas dans une logique d'envahir la France ou même de prosélytisme, on est juste dans une logique de protéger l'intégrité, la stabilité psychologique des musulmans. Ils n'ont pas forcément tort, hein. Je pense que bon, chaque cas est individuel, mais une partie des musulmans, évidemment, a besoin de préserver, d'avoir cette stabilité-là, d'avoir des repères culturels, et de ne pas se diluer. Alors c'est vrai même pour les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Je veux dire, c'est pas une question seulement de musulmans, c'est une question aussi, les gens, quand ils sont transplantés dans un environnement qui est différent, certains d'entre eux, à certains moments de leur vie, et pas à d'autres, recherchent cette stabilité qui est de l'ordre du psychologique. Ils ont une souffrance émotionnelle, mentale, de ne pas vivre selon leur mode de vie, selon ce qu'ils estiment être le mode de vie qui est adapté pour eux. Ce n'est pas pour rien qu'on forme de Little China, Little Italy, Little je sais pas quoi, Little Dublin, ou Little Cracovie, ou je sais plus quoi, à Chicago, quoi. C'est pas une question seulement de musulmans ou pas, c'est une question, c'est humain. Et l'ICESCO, ils ont certainement étudié la sociologie parce qu'ils ont pondu ce concept-là de permanence, de stabilité sociale, politique et psychologique. Voilà. Donc, c'est vraiment que plusieurs des conclusions de l'ICESCO sont frappées du coin du bon sens. Sauf que le bon sens n'a plus cours chez nous, parce que dès qu'on parle de bon sens, on est tout de suite accusé d'être rétrograde ou de fantasmer sur les années les années noires, les années sombres. Euh, Autre enseignement ou conclusion tirée par l'ICESCO, ça c'est plutôt un verdict. Ils disent que les moyens, enfin les médias occidentaux, alors ça c'est croustillant. Je vais vous lire ça. L'Occident s'adresse aux communautés et minorités musulmanes sur la base de ses idées, donc ses idées à lui, ses principes et ses valeurs occidentales. Les chaînes occidentales, les chaînes étrangères et les programmes médiatiques occidentaux véhiculent la culture de la violence, du libertinage et de la délinquance. D'accord. Voilà, donc les chaînes occidentales véhiculent la culture de la violence, du libertinage et de la délinquance. Là, je ne sais même plus quoi dire. Ils ont raison, on c'est quoi. Je ne sais pas quoi dire pour contre-argumenter, hein. Il suffit d'allumer la télévision. Violence, libertinage et délinquance. Alors, bon, vous pouvez me traiter de moraliste, de conservateur, ça c'est pas le but, hein. C'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que comment voulez-vous avoir des diasporas musulmanes aussi importantes sur le sol français et avoir un service public qui diffuse des programmes d'une ligne éditoriale qui est une antithèse absolue des valeurs morales de cette diaspora ou de ces diasporas. Et ce sont des diasporas, ce sont des minorités nombreuses, ce sont des peuples qui sont sur le sol de France et qui paient la redevance. Alors comment peut-on avoir un service public, je ne parle même pas du privé, un service public qui diffuse des programmes qui sont l'antithèse de ce que pensent, de ce que ressentent ces diasporas. C'est même pas une question de justice par rapport aux contribuables qui paient la redevance et qui reçoivent des programmes qui l'insultent, au fait. C'est une question de sécurité intérieure, c'est une question de sécurité même de l'État. Parce que le lien est coupé. On ne communique pas avec ces diasporas. Ça, je m'épuise à le dire dans tous mes écrits. Il est de l'intérêt de la France, de l'État français, de communiquer avec les diasporas. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui a éteint la télé, en fait. Parce que quand il allume la télé, il voit des choses qui le révulsent. C'est contre-productif. On dépense de l'argent, je ne sais plus combien coûte le service public. Je pense que France Télévisions, c'est 500 millions d'euros par an. Ben, ces 500 millions d'euros par an, c'est de l'argent dépensé, enfin, c'est de l'argent qui est gaspillé par rapport à la diversité, comme on dit, aux populations immigrées ou d'origine immigrée. Elles ne regardent pas la télé.
Et ce que dit plus tard, un peu plus tard, l'ICESCO, c'est qu'il faut travailler par rapport à des chaînes satellitaires. Le mot Internet n'y est pas, je ne me souviens pas l'avoir lu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, pour atteindre ces diasporas-là qui sont dégoûtées par les programmes occidentaux et qui vont regarder, je ne sais pas, Al Jazeera, des pages Facebook, des programmes qui sont conformes. C'est même pas une question d'islamisme, c'est une question de conservateur, hein. C'est une question de ligne éditoriale. Et évidemment de langue. De langue. L'ICESCO ne le dit pas, mais moi je le dis. On ne peut pas accepter chaque année 200 000 clandestins ou même plus de 100 000 personnes légales immigrées légaux en France qui ne parlent pas bien le français et qui peut-être ne vont jamais le maîtriser suffisamment. On ne peut pas faire ça d'un côté et de l'autre côté avoir un service public qui ne parle que le français. Ça ne peut pas marcher. Il faut se rendre à l'évidence. Si on a les portes ouvertes, eh bien, il faut faire des médias qui parle à tous ceux qui sont résidents en France. Vous ne pouvez pas avoir une contre-société qui est branchée sur le Qatar, le Caire ou au Casablanca. Il faut concurrencer les médias étrangers. Parce que soit vous, la France, service public, vous discutez, vous engagez comme les Américains, vous engagez cette population-là, soit ce seront d'autres qui vont le faire et ils vont le faire contre vous. Les États d'origine n'ont aucun intérêt à ce que l'intégration ait lieu. Les banques des pays d'origine, prenez une banque de détail dans n'importe quel pays du Maghreb, elle n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait l'intégration en France. Parce que si le type s'intègre, il va arrêter de voyager tous les 2 mois au Maroc ou en Tunisie. Il va arrêter d'envoyer de l'argent à ses cousins, sa famille éloignée. Il va arrêter d'acheter des maisons, je ne sais pas moi, à Essaouira ou à Sfax. Parce qu'il va s'intégrer en France, il va acheter une maison de campagne dans le Jura. Il ne va pas commencer à prendre Ryanair tous les 2-3 minutes pour aller faire le ménage et nettoyer sa piscine. C'est ce qu'on voit tout de suite maintenant dans la deuxième, troisième génération. Donc il n'y a aucun intérêt, il y a des intérêts économiques très puissants qui vont saboter l'intégration. Le pognon que se fait Western Union ou même les banques du Sud est énorme. Même pour les télécoms, bon, c'est moins vrai maintenant parce que les choses ont changé avec l'arrivée de WhatsApp, mais il faut voir ce qu'on appelle les terminaisons d'appels, les appels émis par les immigrés depuis la France et qui aboutissent dans un pays comme le Maroc, par exemple, voir le pognon qui a été fait depuis des 30 ans. Parce que ces appels coûtent très cher et l'essentiel de la valeur ajoutée va vers le pays de destination. Pourquoi Carlos Slim au Mexique est très riche? Parce qu'il a récupéré les terminaux d'appel des Mexicains des États-Unis. Donc des intérêts économiques comme ça n'ont aucune... Ils vont tout faire pour bloquer l'intégration. Sans compter, sans aborder la partie politique et religieuse, évidemment. Imaginez, vous êtes à la mosquée d'Al-Azhar au Caire. Allez-vous dormir tranquille si vous savez que les Égyptiens du monde vont s'intégrer dans leur culture d'origine? Non, vous allez tout faire pour leur dire votre droit à la différence, vous allez vous sentir mal si vous vivez à l'occidental, et pour qu'ils vous envoient la zakat ou qu'ils vous envoient de la charité islamique. Enfin, c'est normal. Mettez-vous dans la peau de l'Arabie Saoudite, 20 milliards de dollars par an de tourisme religieux. Quel est leur intérêt à ce que la deuxième, troisième, quatrième génération soit assimilée ou intégrée? Aucun. Il faut voir combien coûte un pèlerinage. Sans compter le poids politique de l'Arabie Saoudite, parce que même n'importe quelle agence de voyage du monde entier qui émet un commentaire un peu négatif par rapport au wahhabisme, eh bien, elle risque de se faire retirer son certificat pour envoyer les gens au Hajj, au pèlerinage. N'importe quel pays islamique qui critique l'Arabie Saoudite, il peut voir son quota de pèlerins, un quota annuel réduit. Et là, il aura des problèmes avec sa propre population. C'est ça que je veux dire. Donc, je remercie les CESCO de ne pas être bêtes, voilà. Alors que nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes et nous sommes naïfs. Bon, je ne sais pas ce qui est le plus grave, si c'est être bête ou être naïf. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce rapport de l'ECESCO. Donc, il n'y a rien, c'est pas un scoop, c'est pas non plus, c'est pas la feuille de route du parti communiste ou du trotskisme ou la guerre longue de Mao. C'est juste une feuille de route qui montre que au sud, les gens ne sont pas bêtes, ils bossent, d'accord, contrairement aux apparences, ils bossent, ils ont un plan. Alors évidemment, est-ce que ce plan est appliqué? Je ne pense pas qu'il soit appliqué dans tous les pays, à l'appliquer de la même manière,
Et puis un pays peut signer quelque chose pour faire plaisir à l'ICESCO et puis faire le contraire dans la vraie vie. Donc il ne faut pas non plus dire que tous les pays signataires ont une approche hégémonique en France et ils sont contre l'intégration de leur population immigrée. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si l'ICESCO arrive à faire une politique de long terme par rapport aux diasporas, ben, la moindre des choses, c'est que nos chères élites bardées de diplômes, elles fassent le même travail et qu'elles le fassent dans les intérêts de la France. Ce serait mieux et pas dans les intérêts du Qatar ou d'un autre pays. Je dis juste ça. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à faire tourner ce podcast s'il vous a plu. Merci, à bientôt.